Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 10 mars 2026 et notre cher ami, notre frère, le professeur Ted Postol, est avec nous. Bon retour parmi nous, Ted. Je suis très heureux d'être ici. Merci de m'avoir invité. Ted, permettez-moi de commencer par la guerre en cours. La tristesse, la tragédie qui se déroule au Moyen-Orient. La guerre entre les États-Unis et Israël d'un côté et les Iraniens de l'autre. Ils s'affrontent et il se passe beaucoup de choses sur le champ de bataille. L'une des questions cruciales en ce moment est de savoir comment fonctionnent les systèmes de défense aérienne et les missiles dans cette guerre. Quelle est votre compréhension de la situation actuelle sur le champ de bataille? Eh bien, tout d'abord, comme vous le savez, j'avais formulé quelques hypothèses sur la manière dont cette guerre évoluerait. Il s'avère que j'ai sous-estimé, bien que j'ai accordé beaucoup de crédit aux Iraniens. J'ai sous-estimé leur efficacité. Il me semble qu'ils ont connu un succès spectaculaire dans les premières phases de cette guerre, malgré les prévisions selon lesquelles ils subiraient, bien sûr, d'énormes pertes face à une attaque occidentale féroce, essentiellement de la part des États-Unis et d'Israël. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils puissent riposter avec autant de force et d'efficacité dès les premiers jours du conflit. Mon opinion était qu'à mesure que la guerre progresserait, l'équilibre se déplacerait en faveur de l'Iran, à mesure que la guerre d'usure se poursuivrait et qu'il continuerait à frapper, en particulier Israël, et de manière importante, les bases militaires américaines dans le Golfe Persique. Je pensais que cela aurait un effet au fil du temps, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi soudain. En réalité, je pense que les capacités des drones et le manque de défense aérienne du côté des États-Unis, en ce qui concerne leur capacité à protéger leurs propres bases militaires dans le Golfe, se sont combinés d'une manière catastrophique. Je pense que la destruction de ces radars, il y en a beaucoup, et je vais expliquer à quoi ressemblent ces radars, car je pense que votre public trouvera cela intéressant, montre comment tout le système de défense antimissiles et anti-aérienne, qui a coûté des centaines de milliards de dollars, est en train de s'effondrer sous nos yeux. Il s'effondre tout simplement de façon catastrophique. Et cela montre vraiment à quel point ces défenses sont vulnérables face aux contre-mesures. À la fois les contre-mesures actives qui détruisent réellement des éléments critiques du système et les contre-mesures passives comme les leurs. Je vais en parler un peu. Mais en gros, je dirais que la défense aérienne d'Israël n'existe plus. Je veux dire, je vais expliquer pourquoi. Et elle n'a jamais été efficace, je tiens à le souligner. Je pense qu'une gigantesque fraude a été perpétrée à l'encontre de la communauté occidentale par les partisans de la défense antimissile aux États-Unis. Et je dis communauté occidentale parce que j'inclus non seulement le public américain, mais aussi le Japon, la Corée du Sud, l'Europe occidentale. Tous ceux qui ont investi imprudemment dans ces systèmes de défense antimissiles et qui vont en subir les conséquences s'ils doivent un jour tenter de les utiliser pour se défendre. Elles ne fonctionneront pas. Et à cause de cela, il est important dans votre réflexion politique de comprendre sur quoi vous pouvez compter et sur quoi vous ne le pouvez pas. Je pense qu'une grande partie de la réflexion politique s'est fondée sur le malentendu selon lequel ces défenses pourraient jouer un rôle utile face à des adversaires potentiels. Par exemple, en Corée du Sud. J'étais en Corée du Sud pour leur parler du système de défense antimissile THAAD qui leur a été imposé par les États-Unis. Il était très impopulaire là-bas. En fait, la raison pour laquelle j'étais en Corée du Sud, c'est que des membres du gouvernement m'y ont fait venir afin que je puisse donner des conférences devant leur parlement, ce que j'ai fait. C'était une expérience J'ai été très impressionné par le sérieux de la direction en Corée du Sud.
Mais on nous a induits en erreur en nous faisant croire que ces systèmes pouvaient apporter la moindre contribution. En réalité, tout ce qu'ils ont vraiment fait, en dehors de consommer des sommes d'argent colossales, c'est pousser de nombreux pays à prendre des mesures pour les contrer. Les incertitudes introduites par ces défenses, même lorsqu'on est sûr de pouvoir les neutraliser, sont si grandes que les dirigeants politiques ne peuvent pas les tolérer. Ils engagent donc des ressources pour empêcher ces systèmes de devenir efficaces. En partie parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils pourraient faire à terme, et en partie parce qu'ils ne veulent pas laisser s'installer l'idée politique que ces systèmes pourraient avoir une réelle utilité. Alors, que faire? Vous faites ce que les Chinois ont fait. Les Chinois ont fini par lever les bras à un moment donné. Je soupçonne que c'était lorsque le radar THAAD a été déployé en Corée du Sud, car il y avait beaucoup de tiraillements politiques de la part de la Chine concernant les unités sud-coréennes de THAAD. Alors, la direction politique a levé les bras et a dit « Très bien, les Américains ne comprennent que la force ». C'est d'ailleurs l'argument américain à propos de tout le reste du monde. Les Américains ne comprennent que la force. Alors montrons-leur un peu de force. Et cela, je crois, a bien pu se produire vers 2015, lorsque la direction politique en Chine a dit « D'accord, passons d'une force de dissuasion nucléaire minimale à une force nucléaire avec un nombre bien plus important de missiles manifestement prêts à être lancés. » Et ils ont commencé à construire des missiles basés dans des silos. C'est le résultat, si je ne me trompe pas, de toutes ces défenses antimissiles. Ainsi, du point de vue des États-Unis, la sécurité américaine a été considérablement réduite par ce que la direction politique américaine faisait en Corée du Sud. Et maintenant, je pense aussi que les Chinois ont, je comprends pourquoi ils l'ont fait. J'ai beaucoup voyagé en Chine et j'ai une grande estime pour la Chine, sa culture et son peuple. Mais je pense que cette décision tend également à réduire la sécurité de la Chine, car elle attire davantage l'attention et l'hostilité américaine. Une hostilité injustifiée, à mon avis, contre la Chine. Mais vous savez, à un certain moment, il faut se demander, que peuvent faire les Chinois? C'est un peu comme la situation en Iran. Que l'on apprécie ou non le gouvernement iranien en place n'a aucune importance. Je veux dire, ce sont les Iraniens qui regardent cet adversaire qui a tenté de détruire leur pays sur le plan économique, soi-disant dans l'espoir d'y instaurer la démocratie, quoi que cela veuille dire. Et pourtant, le seul effet que cela a eu, c'est de provoquer d'immenses souffrances pour le peuple iranien. D'immenses souffrances. Et quand on regarde la situation, on se dit, si je parle comme un Iranien, il n'y a rien que nous puissions faire. Rien de ce que nous faisons ne peut apaiser ces Américains fous et ces Israéliens encore plus fous. Ils veulent notre destruction. Ainsi, ce n'est pas que nous puissions essayer d'être modérés ou d'entamer des négociations. Tout ce qu'ils font, c'est utiliser les négociations pour nous endormir, pour nous faire croire que nous ne serons pas attaqués, puis ils attaquent quand ils le décident, que des négociations soient en cours ou non. Il n'y a donc pas de négociation possible avec les Américains et les Israéliens, car ce qu'ils veulent, c'est que nous démantelions tout notre pays et toute notre culture. Ils veulent détruire l'Iran, cette culture vieille de 3000 ans, qui est une culture cohérente. Si vous morcelez l'Iran en une multitude de petits fragments, et je ne vois pas comment ce serait possible car il existe certes de nombreuses minorités en Iran, cela reste une culture cohérente, fondamentalement unie. La seule façon d'y parvenir serait de détruire le pays et sa culture. Si j'étais iranien
et je suis très sensible à leur point de vue, pas nécessairement à leur gouvernement, je ferai ce qu'ils font. Je ne vois tout simplement pas qu'on leur ait donné d'autres options. Et toute cette rhétorique qu'on entend en Occident, du genre « Oh, ils choisissent de ne pas le faire », revient en gros à dire « Déshabille-toi et penche-toi et laisse-moi faire ce que je veux de toi ». Ce n'est pas acceptable pour eux, comme ça ne le serait pour presque aucun groupe de personnes ayant une culture et la capacité ainsi que la volonté de comprendre de manière cohérente ce qui se passe et de riposter. C'est donc inévitablement le résultat du comportement américain et israélien. Et je pense que le résultat est déjà visible, nous le voyons, mais nous allons en voir bien davantage dans les semaines et les mois à venir, et peut-être même dans les années à venir. Nous ne savons pas quelle est la capacité ultime de l'Iran, mais jusqu'à présent, elle semble très importante. Très importante. S'il peut la maintenir, je n'en sais rien. Mon intuition est que oui, car non seulement les Iraniens se préparent à cette guerre inévitable, et je dis guerre inévitable, non pas à cause d'eux, mais à cause de leurs adversaires. Ils s'y préparent depuis quelques décennies. Et vous savez, c'est une grande culture. Elle possède une tradition d'enseignement supérieur. Donc, une partie de la population de cette culture devient très bien formée aux technologies modernes. Le gouvernement les a soutenus dans ces entreprises et ils sont en position de force pour riposter. Et c'est ce que nous voyons maintenant. Ted, je pense que la question en ce moment est la suivante. Comment vois-tu l'équilibre entre les missiles et les systèmes de défense aérienne? Et quelle est leur efficacité? À quoi ressemble le champ de bataille aujourd'hui? Parce que les dernières nouvelles que nous avons entendues indiquent que les États-Unis transfèrent le système Patriot et le système THAAD de la Corée du Sud vers le Moyen-Orient. Que se passe-t-il? Ces deux systèmes n'offrent aucune véritable capacité de défense antimissile, même lorsqu'ils ne sont pas paralysés. Je veux dire, les Patriots, eh bien, je n'ai aucun moyen de connaître les taux d'interception, car tout ce que j'ai pu observer en étudiant des vidéos indique que le taux d'interception des Patriots est très faible, quelques pourcents peut-être. Donc cela ne change rien. Le système THAAD n'a lui aussi pratiquement aucune capacité d'interception, bien qu'il ait d'autres utilités, comme je vais l'expliquer dans un instant. Je devrais souligner que compte tenu des problèmes que les États-Unis ont causés à la Corée du Sud avec les systèmes THAAD et Patriot, il y a eu beaucoup de tensions avec la Chine qui est très préoccupée par ce renforcement militaire en Corée du Sud. Étant donné les problèmes que cela cause aux Sud-Coréens, je peux vous le dire car je connais maintenant beaucoup de Sud-Coréens, dont certains à des postes élevés au sein du gouvernement. Ils doivent être furieux que ces systèmes leur soient retirés, même s'ils savent qu'ils ne sont pas très performants. Ils ont payé un prix très élevé dans leur relation avec la Chine pour avoir vu ces systèmes leur être imposés par les Américains. Et maintenant, les Américains disent « Très bien, au revoir, nous les reprenons ». Les répercussions politiques de la réaction sud-coréenne à cela ne sont donc pas encore vraiment... Eh bien, il faudrait inviter quelqu'un comme Chas Freeman pour en parler. Car même si j'ai des contacts parmi les Sud-Coréens, je n'ai pas la sagesse politique ni l'ampleur d'analyse d'un homme comme Chas. Mais je peux vous dire, avec ma compréhension politique limitée, bien plus limitée, que les Sud-Coréens doivent être absolument furieux à propos de ce transfert. Absolument. Nous avons donc endommagé notre relation avec les Sud-Coréens, même si elle n'était déjà pas très bonne au départ. Je ne pense pas que les Sud-Coréens aient beaucoup de confiance dans le fait que les États-Unis vont les soutenir, quoi que nous disions.
Et puis, il y a le problème des dégâts que les Iraniens ont causés aux bases militaires américaines dans le Golfe Persique, ce qui a poussé les nations du Golfe à prendre du recul et à se demander, voulons-nous vraiment de ces bases sur notre territoire? Je ne serais pas surpris que d'ici 5 ans, ces bases aient disparu. Si les dirigeants politiques des États du Golfe Persique commencent discrètement à faire pression sur les Américains pour qu'ils se retirent d'ici 5 ans ou même une décennie. Du point de vue iranien, si tel est le résultat, c'est un grand succès et nous en voyons déjà le potentiel. Je ne dirais pas que cela se produit déjà, mais le potentiel existe. Et une grande partie de ce succès tient à l'efficacité remarquable de la campagne de drones menée par le gouvernement iranien contre les bases américaines dans le Golfe Persique. En particulier, en plus d'avoir causé d'importants dégâts aux bases en général, le gouvernement iranien a détruit tous les radars essentiels dont les États-Unis et les Israéliens ont besoin, simplement pour savoir quel type d'attaques sont dirigées contre Israël. Et je vais expliquer cela dans un instant. En ce moment, en Israël, on leur dit, littéralement dans la presse, que lorsque les sirènes retentissent, il faut se mettre à l'abri. En d'autres termes, nous n'avons plus d'alerte précoce au-delà de cela. Autrefois, il y avait quelques minutes, 5-10 minutes d'avertissement. Désormais, ça se résume aux sirènes qui se déclenchent. Peut-être 1 minute ou 2 tout au plus, pour que les gens puissent se mettre à l'abri. Et bien sûr, le niveau des dégâts infligés est manifestement élevé. On n'en voit pas beaucoup, mais il suffit de lever les yeux vers le ciel au-dessus de Tel Aviv ou de Haïfa pour apercevoir les missiles qui arrivent et les éclairs des explosions au sol. Ces missiles sont très puissants, car un grand nombre de ceux que nous avons vus plus tôt, comme pendant la guerre de 12 jours du 25 juin, étaient d'anciens missiles iraniens. En gros, la stratégie, je pense, consistait simplement à les lancer sur les Israéliens, voir ce qui se passe et leur faire consommer quelques intercepteurs. On voit beaucoup de tirs de patriotes, par exemple, même lorsqu'il ne semble pas y avoir de cibles disponibles. Je peux vous dire à quoi ces tirs sont dus. Ces missiles balistiques se désintègrent. Ce sont les anciens modèles, pas les nouveaux. Les nouveaux vont directement au sol, explosent et causent beaucoup de dégâts. Mais les plus anciens ont tendance à tournoyer, à se désintégrer, et il y a beaucoup de débris qui tombent. Le système Patriot détecte ces débris en chute libre. C'est un système automatisé. Alors il se dit « Oh mon Dieu, des avions ennemis ou des cibles hostiles arrivent » et il commence à lancer des intercepteurs. Nous avons vu cela pendant la guerre du Golfe en 1991. On voyait un missile balistique arriver, toucher le sol et exploser. Dans cette guerre, c'était les Scuds irakiens, ils touchaient le sol, explosaient, et ensuite on voyait une série de Patriots être lancés. Nous avons commencé à nous gratter la tête en nous demandant qu'est-ce que ça pouvait bien être. Qu'est-ce qui cause cela? Puis nous avons commencé à y réfléchir, et nous avons dit que nous savions qu'un nombre important de Scuds se désintégraient à haute altitude parce qu'ils tournoyaient. Lorsqu'ils entraient dans l'atmosphère, dans une position défavorable, ils se désintégraient simplement. Nous avons commencé à calculer les vitesses de chute, et nous nous sommes dit « Oh mon Dieu, ce sur quoi ce système tire, c'est en fait les débris qui tombent. » Donc je soupçonne que cela continue encore. Les taux d'interception ont été très faibles. Je veux dire, le fait que ces radars ne jouent plus aucun rôle maintenant et que le système soit théoriquement hors service. Je veux dire, en d'autres termes, auparavant, cela fonctionnait théoriquement, mais l'efficacité était très faible, peut-être quelques pourcents. Donc, en termes pratiques, je ne pense pas que cela change grand-chose.
Mais sur le plan psychologique, je pense que cela change pas mal de choses. Alors, pourquoi ne pas afficher la diapositive numéro 4 peut-être? Laissez-moi expliquer ce que montre la diapositive numéro 4. C'est simplement l'architecture fonctionnelle de base d'un système de défense antimissile. Cela pourrait être n'importe quel système de défense antimissile. Au centre à droite, vous voyez quelque chose intitulé « radar d'alerte précoce ». Maintenant, le radar d'alerte précoce est un radar géant et je vais vous montrer une image de l'un de ces engins. C'est le radar géant qui a été détruit. Je ne sais plus où il se trouvait. Au Qatar peut-être? Je ne suis pas sûr. Oui, c'était au Qatar. Oui, et c'est ce qu'on appelle un radar UHF, ultra haute fréquence. Je connais en fait très bien ce type de radar, car c'est un radar d'alerte précoce utilisé pour la protection des États-Unis. Nous en avons 4 ou 5 en fonctionnement aux États-Unis, et un en Angleterre aussi d'ailleurs. Ce radar fonctionne à une certaine fréquence, et cette fréquence est importante parce qu'elle est choisie de manière à ce qu'une ogive soit un réflecteur très efficace des signaux radar. La réflectivité radar d'une ogive typique aux fréquences UHF peut être d'environ 1 mètre carré. Donc, imaginez un réflecteur d'1 mètre carré, c'est un réflecteur important, mais c'est à l'UHF, c'est-à-dire à la bonne fréquence. Maintenant, si nous regardons à gauche de ce radar, là où se trouvent les lignes de communication de liaison, on trouve des radars plus petits. Leur rôle est d'acquérir les ogives entrantes avec une précision de suivi bien supérieure à celle que peut atteindre le grand radar à basse fréquence. Ils fonctionnent donc à des fréquences beaucoup plus élevées. Dans ce cas, il s'agit du radar THAAD, qui fonctionne à environ 10 GHz. L'un fonctionne à 10 GHz, l'autre à 0,4 ou 0,5 GHz. C'est donc une fréquence environ 20 fois plus élevée. À cette fréquence plus élevée, la réflexion radar de l'ogive est de 100 à 1000 fois plus faible. En d'autres termes, la section efficace, au lieu d'être d'1 mètre carré, est en réalité d'1 centième ou d'1 millième de mètre carré en raison de la haute fréquence. Ainsi, peu importe la puissance du petit radar, il a beaucoup plus de mal à détecter la tête nucléaire entrante. Il a besoin d'informations de guidage provenant du grand radar. Le grand radar fournit ces informations de guidage aux radars de poursuite plus petits, à fréquence plus élevée, qui peuvent alors suivre la cible entrante et guider les intercepteurs pour tenter de l'intercepter. Ces radars à haute fréquence, en bande X, ne peuvent pas détecter les têtes nucléaires entrantes sans ces informations de guidage. Car, permettez-moi de le souligner rapidement, il faut imaginer un radar comme une lampe de poche. J'ai cette lampe de poche et je la pointe vers un objet qui arrive. Je ne sais pas exactement où il se trouve, donc je dois, vous savez, balayer le ciel à la recherche de cet objet entrant jusqu'à ce que je le voie. C'est la phase de recherche et acquisition comme on l'appelle. Cela prend énormément de temps car j'observe différents points dans l'espace et je dois rester suffisamment longtemps sur chacun pour que si l'objet s'y trouve, je puisse le voir. Je ne peux pas simplement balayer rapidement, donc c'est un effort long. Mais si je peux réduire la zone, si je reçois des informations d'alerte, alors ce radar peut se concentrer sur la partie du ciel où se trouve l'objet entrant et l'acquérir beaucoup plus facilement. Sans ces informations d'alerte, il se peut qu'il ne parvienne pas du tout à acquérir la cible. Donc, si vous perdez ce grand radar de surveillance, ce qui est arrivé, l'Occident l'a perdu, tout à coup, vos radars THAAD ne peuvent plus acquérir de cible. Ces radars THAAD ont un mal fou, ils sont presque hors service. Et il n'y a pas que le radar THAAD. Passons à la diapositive 6. Vous avez ces navires de surface censés lancer des intercepteurs de missiles balistiques contre les cibles entrantes. Il y aurait soi-disant des navires au large
des croiseurs Aegis au large. Et ces croiseurs Aegis lanceraient prétendument des intercepteurs SM-6 et SM-3 sur ces ogives entrantes pour aider à protéger Israël. Eh bien, je doute que ce soit réellement le cas, car les intercepteurs sont bien trop lents si les navires se tiennent à une distance sûre des côtes israéliennes. Et il est très douteux qu'ils puissent acquérir les ogives entrantes suffisamment tôt. La seule façon d'y parvenir serait qu'un radar THAAD transmette des informations au navire Aegis, dont le radar est encore plus faible, afin qu'il puisse détecter les ogives à une plus grande distance. Ainsi, si vous regardez ce schéma, vous voyez au centre en bas quelque chose étiqueté « capteur distant ». C'est un radar THAAD, et le radar THAAD reçoit des informations d'alerte, soit d'un satellite, je parlerai brièvement des satellites, soit, dans le cas du golfe Persique, de ce grand radar qui a maintenant été détruit. Donc, le radar THAAD ne peut pas obtenir d'informations de ciblage du grand radar. Et même s'il disposait de ces informations, lorsqu'il les transmet au navire, celui-ci ne peut toujours pas utiliser son propre radar pour acquérir la tête de guerre entrante. C'est donc un vrai désordre. Et je devrais préciser que je parle de cela depuis 10 ans ou plus. Tout cela revient nous hanter. Toutes les conséquences reviennent en pleine figure. Tout s'effondre parce que chaque décision a été prise pour des raisons politiques, pas techniques. Alors pourquoi avons-nous ces pathétiques navires Aegis qui coûtent une fortune et ne servent à rien en matière de défense antimissiles? Nous les avons à cause d'Ellen Tauscher, cette femme qui siégeait au comité des services armés de la Chambre. Elle aimait la défense antimissile basée sur les navires. Elle n'y connaissait rien, je peux vous le dire, car j'ai eu la désagréable expérience d'essayer de traiter avec elle. Elle vous disait combien d'argent elle avait gagné la première fois que vous la rencontriez. Elle était en vue au sein du Parti démocrate, et c'est ce qui a conduit à la décision d'Obama en septembre 2009 de lancer le système de défense antimissile Aegis de la marine. C'était elle. Ce n'était pas une analyse technique sérieuse. C'était cette femme, une fraude. Mais, vous savez, elle avait beaucoup d'ego. La première fois que je l'ai rencontrée, j'espérais une entrevue amicale. Elle est entrée dans la pièce, et mes cils ont failli brûler dès qu'elle a ouvert la bouche. La personne la plus discourtoise à qui j'ai jamais eu affaire. Elle m'a carrément accusé de travailler pour les Russes. Je ne lui voulais aucun mal, mais elle est morte. Je suis sûr que si elle était encore en vie, elle m'accuserait maintenant de travailler pour les Iraniens. C'était une personne vraiment désagréable, sans le moindre sens de... Enfin, sa contribution devait être ce système. Elle se moquait bien de savoir s'il fonctionnait ou non. C'était son bébé. Et toute personne qui posait des questions techniques honnêtes pouvant être étayées par une véritable analyse, représentait une menace. Dès la première seconde où elle a posé les yeux sur moi, j'ai été brûlé. Je veux dire, elle m'est tombée dessus sans retenue. Et vous savez, ça me dérange pas. Je n'ai pas peur d'elle. Je n'avais pas peur d'elle à l'époque, vous savez. Mais c'est ainsi qu'une décision monumentale a été prise par l'administration Obama, à cause de cette personne au Congrès, pleine d'ego, sans aucune compréhension technique, mais qui avait cette lubie qu'elle voulait imposer. Et l'administration Obama, eux, étaient tous motivés par la politique. Ils ne demandent jamais à personne « Est-ce une bonne idée ?» Alors ils l'adoptent. Vous savez, Obama parle de ce système. Je veux dire, vous devriez voir sa déclaration de 2009, c'est une blague. C'est un nouveau système, avec de nouveaux concepts, une nouvelle pyramide, mais il n'a absolument aucune capacité. Ce type raconte n'importe quoi.
Voilà donc le rôle démocratique que vous voyez ici. Et bien sûr, ce système a ensuite été introduit en Europe, sous la forme de l'Aegis Ashore. Ils ont installé des versions de celui-ci en Roumanie et en Pologne, qui visaient sans ambiguïté la Russie. Tout le monde pouvait le voir. Et ils ont dit que c'était bien sûr dirigé contre l'Iran, parce que cela devait défendre les États-Unis contre ces ICBM que nous n'avons toujours pas vu venir d'Iran, qui étaient censés être lancés contre les États-Unis. Ils auraient tendance à survoler les pôles, donc ils passeraient au-dessus de la Russie. Nous lancerions alors des intercepteurs contre eux pour les abattre. Peu importe que les intercepteurs n'aient pas une vitesse suffisante pour atteindre leur cible et que les radars ne soient pas adéquats. Et nous avions ce plan. Donc si vous êtes assis là, en Russie, et que vous êtes un technicien conseillant Vladimir Poutine, qui est un homme très sérieux, vous pouvez voir, quand Poutine parle, qu'il s'adresse à ses analystes techniques. Il ne parle pas à un membre de son personnel politique. Je veux dire, il a évidemment un personnel politique, mais on voit bien qu'il a une compréhension approfondie de la façon dont ces systèmes fonctionnent ou ne fonctionnent pas à travers les déclarations qu'il fait. Alors tu as Poutine et ses techniciens qui disent « Eh bien, vous savez, ce système n'est pas capable de faire le travail, mais il peut lancer des missiles de croisière tirés depuis la mer, soit dit en passant, qui peuvent être utilisés pour attaquer. » Les Russes commencent à dire. Et donc, vous savez, ce système ne semble pas conçu pour la défense antimissile. Il semble conçu pour ajouter de la puissance de feu contre Moscou. Une attaque de puissance de feu à court préavis. Et les Américains répondent « Oh non, vous vous trompez. » Et le reset russe de 2009, que des gens comme Mike McFaul et Rose Gottmoller, j'utilise leur nom intentionnellement pour ceux qui ne les connaissent pas, eh bien, ils disent que c'était à cause de Poutine, vous savez, qu'il était une personne difficile. Tout est de la faute de Poutine. Eh bien non, c'est aussi de leur faute. C'est la faute de Gottmoller et de McFaul, parce qu'ils n'ont pas fait leur devoir. Et je peux vous dire avec certitude que j'ai parlé à tous les deux. Je les connais tous les deux. Aucun d'eux n'a la moindre idée que ces systèmes n'ont aucune capacité. McFaul a même essayé de m'en parler à un moment donné, et j'ai simplement commencé à lui expliquer calmement, puis il s'est enfui. Il ne voulait pas qu'on voie à quel point il en savait peu. Donc, ce sont ces gens-là qui poussaient cette idée. Et vous savez, McFaul disait aux Russes, « Oui, ce n'est pas un problème, vous ne devriez pas vous inquiéter. » Et ils avaient cette politique de reset avec la Russie. Et les Russes disaient que ces types essayaient de nous endormir pour pouvoir nous attaquer, ce qui, soit dit en passant, semble avoir été confirmé par l'histoire. Donc, la relance des relations avec la Russie a échoué à cause d'Hillary Clinton, de Rose Gottmoller, de Mike McFaul et d'Ellen Tosher. Vous savez, toutes ces personnes merveilleuses, censées être profondes et réfléchies, qui ne seraient soi-disant pas responsables de cet échec. C'est toujours la même chose. Ce sont les Russes. Les Russes, vous savez, ce type, Poutine, est un si mauvais gars, une personne si malfaisante. Eh bien, en réalité, ce sont des analphabètes complets. C'est la meilleure façon de les décrire. En fait, c'est pire, parce qu'ils auraient pu savoir et auraient dû savoir. Donc ils mentent, des analphabètes complets. Et c'est ainsi que la relance avec la Russie a échoué. Je suis désolé d'entrer dans ces détails historiques, mais je pense que c'est pertinent. Bref, passons à la diapositive 7. Et je vais simplement vous montrer. Si vous regardez ce schéma, vous pouvez voir que j'ai indiqué l'antenne radar Aegis. Sans entrer dans les détails, les performances du radar dépendent de 3 paramètres importants. La taille de l'antenne, la puissance émise par l'antenne et la section efficace radar de la cible qu'il essaye d'observer. Si l'antenne est plus grande, elle peut capter davantage de signal réfléchi. C'est là que la taille compte.
Évidemment, si elle est plus puissante, si le faisceau de recherche est plus intense, on peut détecter un objet plus faible. Et si l'objet est un très mauvais réflecteur, ou au contraire, un très bon, cela détermine s'il peut être détecté à plus grande distance ou non. C'est pourquoi le produit puissance ouverture est le terme généralement utilisé par les ingénieurs. Mais il s'agit en réalité du produit puissance ouverture section efficace radar. Remarquez que ce radar est en fait assez petit. Il est extrêmement puissant lorsqu'on l'utilise contre des avions, car la section efficace radar d'un avion est 100, voire 1000 fois plus grande que celle d'une ogive entrante à longue portée. Ainsi, si vous voulez détecter un avion, on parle de dizaines de kilomètres de portée. Si vous souhaitez utiliser ce radar pour la défense aérienne contre des avions ou des missiles de croisière entrants, c'est un système d'une capacité remarquable. Si vous voulez l'utiliser contre des ogives balistiques, c'est inutile. Elle n'est tout simplement pas à la hauteur. Si nous passons à la diapositive 8, nous avons un autre radar ici, c'est le radar THAAD. Il y avait au moins 4 de ces radars en fonctionnement au Moyen-Orient. Ces radars étaient guidés par « passons à la diapositive 9 », puis nous reviendrons en arrière. Si vous regardez ce grand radar sur la gauche, ce grand radar en forme de pyramide, c'est celui qui a été détruit au Qatar. Remarquez le diamètre du radar, il fait 30 mètres. Il a un rayon d'environ 750 mètres carrés. La taille de l'antenne. Souvenez-vous, la taille de l'antenne est importante. Plus l'antenne est grande, plus elle est puissante, car la puissance tend à être proportionnelle à la surface en raison de la conception de l'antenne. C'est ce qu'on appelle un réseau à commande de phase. Donc, le fait qu'elle soit plus grande signifie aussi qu'elle est plus puissante. Le produit puissance ouverture de ce radar est donc fantastique comparé au radar plus petit montré sur la diapositive précédente, celui présenté en encadré ci-dessous. Voilà, c'est celui-là. Mais revenons à la diapositive 9. Vous pouvez voir, à l'échelle à côté, qu'il s'appelle le FBX. Désolé pour tous ces changements de terminologie. Ces diapositives proviennent de plusieurs années de présentation. Et voici à quoi ressemble physiquement le radar THAAD, comparé à la taille du radar AN-132 qui a été détruit au Qatar. Vous pouvez voir que je n'ai parlé que de manière qualitative, mais tout cela est étayé par des calculs montrant que le système n'est plus capable de détecter ni de suivre ces ogives entrantes. En conséquence, non seulement il ne peut plus lancer d'intercepteurs, ce qui pourrait être important si, en réalité, le taux d'interception était élevé, mais le taux d'interception a de toute façon été proche de 0. Cela n'a donc pas changé les interceptions, mais cela a modifié la situation d'alerte précoce, car les radars, si vous êtes à Tel Aviv et que l'attaque vise Tel Aviv et non Haïfa, peuvent alerter Tel Aviv afin que les habitants puissent se mettre à l'abri. Je ne veux pas alerter Haïfa, Be'er-Sheba et ces autres endroits parce que je ne veux pas que les gens soient perturbés par des alertes alors que l'attaque pourrait même ne pas avoir lieu. J'ai donc perdu ma capacité à localiser d'où vient l'attaque. Je peux dire qu'une attaque est en cours parce que je peux voir le lancement grâce à mes satellites, mais je ne peux pas suivre les systèmes. Laissez-moi simplement vous montrer rapidement ce que nous avons dans l'espace, parce que cela fonctionne. Le système spatial a des capacités fantastiques. Il est limité, mais il est très bon pour fournir certaines informations. Souvenez-vous, savoir quelque chose vaut toujours mieux que ne rien savoir. Nous pouvons dire si un missile est lancé depuis l'Iran. Nous pouvons le voir. En fait, nous pouvons probablement voir les panaches d'échappement des drones lorsqu'ils sont lancés.
Nous les verrions avec le satellite, car il est très performant. Chacun des drones possède de petits moteurs fusées en dessous au moment du lancement, juste pour leur donner de la vitesse, et nous pouvons les voir. Cela ne nous dit pas où ils vont, car ces moteurs ne brûlent que quelques secondes. Nous n'avons aucune capacité de suivi, quelle qu'elle soit. C'est comme quelqu'un qui allume une cigarette par une nuit sans lune. On voit un peu de lumière à quelques kilomètres de distance, puis elle s'éteint. On ne sait pas quelle trajectoire ils vont suivre, ni même s'ils viennent vers nous ou s'ils vont ailleurs. Donc, ça te dit qu'il y a quelque chose là-dehors et qu'il s'est passé quelque chose. Mais, tu sais, ça ne t'aide pas vraiment. Maintenant, dans le cas d'Israël, ils peuvent déterminer quel type de missile ils observent, car la fusée émet une certaine quantité d'énergie. Elle suit une trajectoire de vol, donc elle s'incline. Le panache a une certaine longueur, et lorsque tu observes le panache de la fusée depuis l'espace, tu en vois de plus en plus. Géométriquement, tu peux voir un changement dans le profil de luminosité. Alors tu pourrais dire « Oh, c'est un alpha tau » ou « c'est autre chose » et ainsi de suite. Donc, tu peux en déduire un peu, mais c'est d'une utilité limitée. Tu ne sais pas vraiment où il va. Tu ne sais pas s'il va atterrir à Haïfa ou à Tel Aviv. Donc, tu as cette information, mais c'est à peu près tout. Juste pour vous montrer schématiquement à quoi ressemble le satellite, passons à la diapositive 11. Voilà donc à quoi ressemble le satellite. Si vous regardez le bon, ne nous en préoccupons pas. Passons à la diapositive 12. Pour vous donner une idée, c'est un grand satellite, incroyablement performant, mais d'un coût inimaginable. On parle de dizaines de milliards de dollars pour le mettre en service. En gros, ces satellites sont lancés sur ce qu'on appelle des orbites géosynchrones. Regardons la diapositive suivante. Une orbite géosynchrone, si l'on se concentre, disons, sur les 3 icônes de satellites du côté droit de ce schéma, à cette altitude, les satellites se trouvent à l'équateur. Ils sont inclinés sur le plan équatorial de la Terre et ils se situent à environ 40 000 km d'altitude. Ils tournent autour de la Terre une fois toutes les 24 heures. Et si vous regardez l'image de la Terre, nous la voyons d'en haut. Nous regardons vers le pôle Nord. La Terre tourne et les satellites tournent à la même vitesse. Ainsi, les satellites sont en pratique stationnaires du point de vue des personnes au sol. Le satellite se trouve toujours au-dessus de la même zone de la Terre. En plaçant des satellites le long de cette orbite géosynchrone, nous pouvons couvrir toute la planète. Dans le cas des États-Unis, je n'ai pas examiné les positions en détail, mais nous avons certainement 2 ou 3 satellites capables d'observer simultanément le Moyen-Orient. Et la raison pour laquelle on veut 2 ou 3 satellites, c'est qu'on ne peut pas déterminer la distance. Si j'observe avec un satellite, je ne peux pas déterminer la distance. Donc, si j'ai 2 satellites observant depuis 2 directions différentes, je peux trouver le point d'intersection. Je connais la direction dans un cas et la direction dans l'autre, et le point d'intersection m'indique où se trouve la position. Maintenant, le problème, c'est que s'il y en a plus de 2, j'obtiens des images fantômes. J'ai donc vraiment besoin de 3 satellites pour réduire ce problème de superposition. Et comme nous procédons à des lancements en série, il faut au moins 3 satellites avant même de pouvoir savoir ce que l'on observe. Ces satellites ne sont tout simplement pas capables de le faire. C'est à cause des principes fondamentaux de la science et de l'optique géométrique. Ils ne peuvent pas déterminer en détail la trajectoire de ces missiles. Ils peuvent estimer approximativement. Ils peuvent certainement voir qu'il y a un groupe de missiles se dirigeant vers le sud, en direction de Tel Aviv, Haïfa ou Beersheba, mais ils ne savent pas où ils vont atterrir. Le point important, passons directement à la diapositive 16,
est que nous ne pouvons voir que le panache du missile. Une fois que le moteur fusée s'éteint, on ne voit plus rien avec ces satellites. Ils n'ont aucune capacité d'observation après cela. Donc, le missile brûle. Dans le cas d'un missile Alpha Tom, je suppose qu'il brûle environ 120 secondes, peut-être 100 secondes. C'est un missile à 2 étages. Et ce que l'on peut faire, regardons la diapositive 18, c'est observer le missile tant qu'il est en propulsion. C'est un Minuteman, mais ça n'a pas d'importance. Vous pouvez observer le missile, et si vous aviez ces points indiqués sur l'image supérieure de la trajectoire du Minuteman, si vous pouviez voir ces points, vous pourriez obtenir une estimation approximative de sa direction. Vous ne pouvez pas déterminer la portée, car celle-ci dépend fortement des détails de la vitesse. L'endroit où ce missile tombera dépend de manière très sensible de la vitesse au moment de l'extinction du moteur. Et il existe des incertitudes sur cette vitesse. Ainsi, même si vous savez qu'il se dirige vers Israël, vous ne pouvez pas mesurer la vitesse avec une précision suffisante pour savoir s'il tombera sur Beersheba ou sur Haïfa. En somme, votre système d'alerte se résume essentiellement à « voici une attaque de missile en approche ». Nous savons cela environ 10 minutes plus tôt, car cela prend à peu près 10 minutes. Nous ne savons pas où cela va aller, donc nous ne pouvons pas émettre d'alerte. Nous ne voulons pas lancer une alerte pour toute la population d'Israël, donc nous devons attendre. Ensuite, peut-être qu'un radar local, peut-être un utilisé pour David Sling ou pour Arrow, qui sont des systèmes à très courte portée, détecte quelque chose qui arrive. Peut-être qu'il repère ces objets à quelques centaines de kilomètres. Alors on peut commencer à alerter les habitants de Tel Aviv ou de Haïfa, car on pourra les suivre avec une précision suffisante. Donc cela réduit le délai. Si l'objet arrive et qu'on le détecte d'abord à environ 100 km, il se déplace à environ 3 km par seconde. Cela signifie donc que vous disposez de 30 secondes d'avertissement. Si la portée est de 200 km, cela correspond à environ 60 secondes d'avertissement. Je soupçonne que les acquisitions se font à environ quelques centaines de kilomètres de distance. Et c'est pourquoi les Israéliens ne reçoivent soudainement plus qu'une minute, peut-être 1 minute et demie d'avertissement, au lieu de 10 minutes, parce que les systèmes radars ont été éliminés. À mon avis, cela aura avec le temps un effet profond sur la psychologie, la mentalité du citoyen israélien moyen, car ces missiles causent beaucoup de dégâts. Je pense donc que le problème est très sérieux. Et je n'ai rassemblé cette analyse que hier soir, parce que je m'efforce tellement je veux contribuer à la compréhension des gens, et aussi à la mienne d'ailleurs. Donc, je fais cette analyse en permanence, mais j'essaie aussi de suivre les informations. Je n'ai découvert que l'autre jour, juste pour que votre public comprenne mon problème. Je n'ai réalisé qu'hier que ces radars avaient tous été détruits. Ils avaient été détruits plus tôt. J'essaie de rattraper les nouvelles pertinentes, puis je dois revenir en arrière et déterminer si c'est significatif ou non. Dans ce cas, c'était très significatif. Et comme j'ai beaucoup de connaissances de base, ce qui est sans doute évident d'après cette discussion, j'ai immédiatement compris que toute la supercherie, la prétention selon laquelle ils allaient intercepter des missiles, qu'ils aient ou non encore des intercepteurs, est désormais mise à nu. Il n'y a aucun moyen qu'ils puissent faire fonctionner un système de défense antimissile maintenant. Aucun. Vous savez, ils ne l'ont tout simplement pas. Donc, en ce moment, ils peuvent lancer des intercepteurs, mais ils ont en réalité très peu de capacité à acquérir des cibles à une distance suffisante pour pouvoir faire fonctionner le THAAD ou les systèmes basés en mer, qui ne sont d'ailleurs pas opérationnels. Parce qu'en fait, tout ce qu'il faut savoir
Eh bien, nous n'avons pas de preuves sur les performances du THAAD, de l'Arrow et du SM-3, puisqu'ils opèrent à haute altitude. Et nous n'avons tout simplement pas assez de vidéos de ces engagements à haute altitude. Vous savez, il faudrait être en Jordanie pour observer cela. Enfin, j'ai trouvé quelques vidéos venant de Jordanie, mais ce n'est tout simplement pas assez de données. Donc quand les gens me demandent à quel point il fonctionne bien, je dis que je suis assez sûr qu'il ne fonctionne pas. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur ces systèmes. Mais je ne peux pas vous dire que j'ai des données à ce sujet. Cependant, d'une certaine manière, nous avons des données, car quand on regarde ce que nous voyons réellement, c'est-à-dire les systèmes à plus basse altitude, où nous avons essentiellement le Patriot et le dôme de fer, on peut les voir submergés par les missiles entrants. Si le niveau supérieur fonctionnait ne serait-ce qu'un peu, ils ne seraient pas aussi submergés. Sont-ils censés être la couche de défense? Vous savez, voici l'histoire. La première couche fait ceci et la deuxième couche fait cela. Tout ce non-sens. Mais les premières et deuxième couches n'ont aucune capacité, donc la troisième couche doit tout gérer. Et c'est bien sûr l'un des nombreux problèmes que rencontrent les défenses antimissiles. Nous sommes donc maintenant dans une situation où l'on ne peut même plus prétendre que ces défenses antimissiles fonctionnent à quelque niveau que ce soit. L'élimination des radars a été un immense triomphe pour la stratégie d'attaque iranienne. Et je me demande, je ne sais pas. C'est intéressant que Trump ait dit hier quelque chose comme « Eh bien, vous savez, nous avons fait notre travail et la guerre pourrait être terminée dans 1 semaine plutôt que 2, parce que nous avons anéanti l'Iran. » Et puis, il y a d'autres rapports d'actualité qui peuvent être exacts ou non. Donc je ne peux pas, enfin je veux être clair là-dessus, mais il y a d'autres rapports affirmant que des intermédiaires ont transmis aux Iraniens des propositions de cessez-le-feu et que les Iraniens les ont rejetées, ce qui bien sûr est exactement ce à quoi je m'attendais. Les dirigeants iraniens ont dit « Vous commencez cette guerre, nous allons la terminer ». C'est ce qu'ils ont dit. Nous savons que nous allons subir d'énormes pertes au départ, mais nous savons aussi que nous pouvons vous résister et aller jusqu'au bout. Alors, s'il vous plaît, ne commencez pas la guerre. Nous sommes en train de négocier avec vous. Mais au lieu de cela, les États-Unis ont négocié de mauvaise foi, ont tenté et ont peut-être réussi à tromper la direction iranienne en lui faisant croire qu'ils n'attaqueraient pas le 28 février, un samedi, parce que c'est une fête juive israélienne. Ils ont tué une grande partie de la direction iranienne et du haut commandement militaire. Mais si l'on regarde n'importe quel pays, la direction supérieure peut facilement être remplacée tant qu'il existe un mécanisme pour le faire. Et les Iraniens se préparent à cela depuis longtemps. And the Iranians have been preparing for this for a long time. The Ayatollah knew that he could be killed. L'ayatollah savait qu'il pouvait être tué, et il s'y était préparé. Le gouvernement avait été organisé de manière à ce que d'autres puissent prendre les postes de commandement si et quand cela devenait nécessaire. Si l'on regarde l'histoire de la Russie soviétique, Staline, je veux dire, je ne pense pas que les gens réalisent à quel point c'était un monstre. Il a assassiné 90% des officiers généraux et des officiers supérieurs de l'armée soviétique avant le début de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il était un maniaque paranoïaque. Il ne leur faisait pas confiance et voulait instaurer ce règne de terreur pour s'assurer que tout le monde reste dans le rang. Il a perdu tous ses commandants les plus expérimentés, et pourtant, lorsque l'opération Barbarossa a eu lieu en 1941, et que l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique, celle-ci s'effondrait à une vitesse vertigineuse. Et pourtant, en quelques mois, le haut commandement militaire soviétique comptait parmi ses rangs
des généraux combattant les nazis qui figuraient parmi les meilleurs de la guerre. Je veux dire, les Allemands et les Américains avaient de très très bons généraux, mais les Soviétiques en avaient d'extraordinaires. Le maréchal Zhukov a peut-être été le général le plus important de tous les généraux de tous les pays de la Seconde Guerre mondiale. Cet homme venait de nulle part. Vous savez, il aurait été exécuté s'il était monté trop haut, trop tôt. Ainsi, lorsqu'un pays dispose de ressources humaines suffisamment profondes, il existe des personnes capables de prendre le contrôle. Lors de l'opération Barbarossa, il n'y avait d'abord personne aux commandes. Staline était paralysé au début. Il a dû être soutenu par des membres de son Politburo. Il était tellement choqué. Mais néanmoins, le pays avait la profondeur nécessaire pour faire venir le type de personnes dont il avait besoin pour vaincre ce qui était vraiment l'armée la plus compétente de la guerre. Les Allemands étaient immensément capables en tant que force de combat, incroyablement compétents, très professionnels, très capables. Mauvais peut-être, mais c'est une autre discussion. En termes de capacité, ils formaient une armée d'une efficacité fantastique. Ils étaient, si l'on peut dire, l'exemple parfait en matière de puissance militaire. Et les Russes les ont vaincus de manière décisive. Ce que nous voyons maintenant en Iran, c'est que, même si on pourrait les qualifier de deuxième niveau, ils pourraient en réalité être meilleurs que ceux du premier, car ce sont des gens talentueux. Ils étaient en retrait, ils possèdent des compétences remarquables et ils ont réfléchi à ce qu'ils feraient dans leur rôle de dirigeant. Ils ont été formés pour des rôles de direction, et Dieu sait à quoi nous sommes confrontés. Vous savez, dans le cas de la Russie, il y a de bonnes chances que la purge, bien qu'elle ait coûté cher à la Russie au début de la Seconde Guerre mondiale, ait fait émerger des généraux plus compétents que ceux qu'elle aurait eus autrement, car c'était une armée de temps de paix. Eisenhower a dû renvoyer toutes sortes de généraux lorsque les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale. Ces généraux étaient tous des bureaucrates qui ne faisaient que de la paperasse. Donc, je pense que l'Iran n'est pas une entité sans tête à ce stade. En fait, nous ne savons pas vraiment à quel point la direction est compétente. Et je pense qu'il est bien possible que la direction actuelle soit bien plus capable que celle qui a été éliminée. Nous verrons bien. La guerre n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Oui, merci Ted d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir comme toujours. Toujours morose et apocalyptique. Tout tourne autour de la guerre. Que peut-on dire de plus? C'est ça la guerre. Oui, exactement. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Nima. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. C'est un plaisir. À bientôt Ted. Prends soin de toi. Bye-bye. Press. Bro.